Bonjour. Comme nous ne sommes pas en sous-sol, je pense qu'on va échapper au risque d'être évacué en milieu de cours pour cause de montée des eaux. Je reprends donc le dossier des anciennes lettres sogdiennes de 313, là où je l'avais laissé. On avait donc étudié au cours précédent les lettres 1 et 3 qui émanaient toutes les deux de l'épouse délaissée. Nous allons maintenant étudier 3 autres lettres dont la teneur est davantage commerciale et politique. Alors un point que j'aurais dû commenter à propos des lettres précédentes, c'est la fréquence des caravanes, parce qu'on a des indications. Alors comme j'avais donc signalé, le lieu d'envoi des lettres, c'est un ensemble de stations dans ce qu'on appelle le corridor du Gansu. Dunhuang est identifié comme lieu de départ des lettres de l'épouse. Wuwei, c'est le lieu de départ d'une des lettres qu'on va voir aujourd'hui. Pour les autres lettres, on ne sait pas vraiment, mais c'est quelque part par là. Enfin, je pense que l'une d'elles vient en fait de Langzhou. Le lieu de destination, c'est probablement, dans le cas d'une des lettres que nous allons voir aujourd'hui, c'est Samarcande. Dans le cas des autres, probablement, c'est de toute façon à l'ouest, probablement Lulan. Alors, à la fin c'est la première lettre à l'époux, la femme délaissée, Miunai, dit « Je suis là, je croupis à Dunhuang sur tes ordres depuis 3 ans, et depuis que je suis là, il y a eu jusqu'à 5 départs d'ici. » Alors, le renseignement est intéressant. Il faut savoir qu'en général, on comptait la portion d'année comme une année entière. Donc, 5 départs en 3 ans, qui en fait pour nous serait peut-être l'équivalent de 2 ans, ça voudrait dire un rythme de 2 départs par an. Ce qui est cohérent, parce que de Dunhuang à Lulan, il y a 640 km à travers le désert, très dur, et on sait que c'était 1 mois de voyage. Donc, ça fait 2 dans un sens, 2 dans l'autre. Enfin, voilà, un aller-retour ferait à peu près 2 mois, l'autre aller-retour ferait à peu près 2 mois, et puis il faut compter les mois pendant lesquels on ne pouvait pas voyager, qui étaient plutôt en fait les mois de printemps et de début d'été, quand il y avait les tempêtes de sable. Alors ça, c'est les caravanes où l'épouse délaissée espérait rejoindre son mari. Donc c'est, je dirais, les grosses caravanes, les caravanes qui prennent des passagers. Entre-temps, il devait y avoir des petits groupes de voyageurs qui ne prenaient pas de passagers, qui ne prenaient pas de marchandises lourdes, mais qui assuraient quand même les communications. C'est ce qui a l'air de ressortir de ces lettres. On fait quand même état d'une correspondance postale relativement fréquente. Mais les caravanes qui pouvaient prendre donc des passagers, des gros ballots, etc., ne devaient pas être plus fréquentes que 2 par an. Alors, j'en viens maintenant aux lettres qui ont une teneur commerciale. Alors, une lettre très fragmentaire, la lettre 6, mais qui contient des termes intéressants. Donc, on ne sait pas d'où elle a été écrite, enfin, un des endroits que j'ai indiqué. Au noble sire, le nom est incomplet, 1000 fois bénédiction et hommage à genoux, tel qu'on en offre aux dieux, la formule classique. Envoyé par ton serviteur Farntrund. Et sire m'a imposé une lourde tâche. Il m'a remis un mot qu'on ne comprend pas, et il m'a dit « Va-t'en à Kroraina, Kroran, c'est-à-dire le royaume de Kroraina à partir de Lulan, dont j'ai parlé la dernière fois. » Et en échange, donc je suppose du shadi qui a été remis, tu m'achèteras de la soie, et tu m'achèteras du camphre, et tu me les ramèneras. Mais, alors donc là, il rapporte l'ordre qu'il avait reçu. Mais sire, quand un message est arrivé, on l'y rejeté, donc visiblement, l'opération n'a pas pu se faire. Voilà. Plusieurs détails à commenter. Donc, Kroraina, j'ai commenté là-dessus. Tu m'achèteras de la soie. C'est la seule des anciennes lettres où on trouve le mot pour soie. Un des 3 mots sogdiens pour soie, en l'occurrence pirchik,
qui est un mot d'origine indienne qui vient de pila, vers à soie. Et puis alors par ailleurs, il faut qu'à Croran, il achète du camphre. Alors, c'est un peu curieux parce que la soie, voilà. La lettre est écrite de quelque part par là, destinée à Loulan. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'ouest pour acheter de la soie? Il vient de Chine. Et pareil, pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'ouest pour acheter du camphre? Le camphrier pousse en Chine du Sud et en Asie et en Indonésie et en Asie du Sud-Est. Ça ne pousse pas à l'ouest. Alors, ce qu'on peut penser, c'est que c'est des circuits alternatifs. Parce que, on l'a dit, et on va le voir avec la lettre 2, ça va très très mal en Chine du Nord, en Chine centrale. Dès qu'on a passé la boucle du fleuve Jaune, la situation est complètement chaotique. Donc les communications sont coupées. Et apparemment, pour quelqu'un qui est dans le Gansu, c'est finalement plus simple de se fournir en camphre et en soie à Loulan qu'à l'est. Alors, ce qu'on peut supposer peut-être, c'est qu'à Loulan débouchaient, on a d'autres indices d'ailleurs qui permettent de le penser, des routes alternatives venant de Chine du Sud, la Chine qui n'était pas à l'époque affectée par les troubles. Il y a une route, un itinéraire connu par le Tibet, puis les contreforts du Tibet, et de là on rejoint la haute vallée du Yangtze. C'est une vieille route, c'est la route des confins occidentaux de la Chine. C'est une vieille route qui a joué un rôle important dans l'histoire, y compris dans l'histoire contemporaine. C'est la route de la longue marche de Mao Tse-tung, qui est partie de Shanghai, qui a pris ces routes. Ils ont pris plusieurs routes, en fait, sur les confins occidentaux de la Chine et qui ont fini par se retrouver, non pas au Tibet et au Gansu, mais un peu à l'est, dans la boucle du fleuve Jaune. C'est probablement le reflet de la situation troublée qu'on va voir dans la lettre suivante. Alors, un détail aussi qui mérite d'être commenté, c'est le nom de l'expéditeur de la lettre, Farnhund. On a déjà vu ce nom. Dans les lettres de la pauvre femme abandonnée, Farnhund, c'est l'associé de son mari qui avait des dettes. À cause de ça, il a eu des ennuis avec les autorités chinoises. Il a dû se cacher. Les Chinois le cherchent, mais ne le trouvent pas. On a quand même... Voilà. Farnhund, c'est un nom relativement fréquent. En sogdien, ça veut dire le fortuné. Malgré tout, on peut se demander si c'est pas le même. Et parce qu'ici, il a quand même l'air d'avoir un peu le couteau sur la gorge. On lui oblige de faire quelque chose, ça ne réussit pas, etc. Donc, c'est peut-être bien lui, le marchand couvert de dettes, qui entraîne dans sa ruine la pauvre épouse Meunai de son associé. Et du coup, alors peut-être qu'il aurait confié cette lettre à la boîte postale avant de se cacher des autorités chinoises, parce que les lettres étaient évidemment stockées un certain temps avant de trouver une caravane qui les prenait, ou alors sa fuite, dont parle donc l'autre lettre, ce serait en fait son départ finalement réussi à Loulan. Mais bon, là, on peut quand même... il y a une forte présomption qu'il s'agisse du même personnage. Alors, j'en viens maintenant à une autre lettre qui, elle, est également de teneur commerciale, mais beaucoup plus détaillée. Alors là, ce qu'on va trouver, c'est pas un mari indélicat, c'est une bande d'escrocs. Donc, je vous lis la lettre et après je commente. Au noble sire, le chef caravanier Sartpao Aspandat, envoyé par ton serviteur Frihuatao. Alors, voilà, très intéressant, c'est destiné à un Sartpao, qui est donc le mot sogdien d'origine indienne, chef de caravane, qui après est devenu un titre administratif chinois, chef de communauté étrangère. Je vais être amené à commenter cela parce que
c'est pas, on a quelques éléments qui quand même permettraient de supposer que déjà c'est pas seulement un chef de caravane, que c'est déjà plus que ça. Au noble sire Aspendat, bénédiction et hommage. De l'intérieur de la Chine, j'ai entendu des nouvelles de pire en pire chaque jour. Et tout ce que je pourrais écrire concernant Ahura Mazdak, comment il est parti de son propre gré et ce qu'il a fait, bon, lacune. Ahura Mazdak, un nom intéressant parce que c'est Ahura Mazda, le grand dieu zoroastrien. C'est un nom en fait très rare dans l'onomastique sogdienne, mais qui prouve donc que effectivement les Sogdiens se rattachaient bien au zoroastrisme. D'ailleurs, le nom Ahura Mazda reste peu fréquent aujourd'hui chez les Parsis parce qu'on considère que c'est un nom un peu prétentieux. Voilà, chez nous, personne ne s'appelle Dieu. Voilà, donc ce serait pareil. Voilà. Je me suis retrouvé, voilà, il a des problèmes avec Ahura Mazdak, qui visiblement l'a plaqué. Je me retrouve isolé et vois donc, je demeure ici à Wuwei. Donc Wuwei, on avait vu sur la carte, enfin, c'est pile au milieu du corridor du Kansu, sans aller ni de ci ni de là, et il n'y a pas de convoi partant d'ici. À Wuwei, il y a 5 faisceaux de santal blanc prêts à l'envoi et 2500 de poivre prêts à l'envoi et un double prasta de 5 prasta de riz 5 et un demi-statère d'argent. Bon, je commenterai après, je termine la lettre. Quand Raotus est parti de Wuwei, je l'ai suivi et je suis arrivé à Dunhuang. Mais là, j'ai été empêché d'aller en dehors de la Chine. Là, il part vers l'ouest, à Dunhuang. Et Dunhuang, on l'a dit, c'est là où s'arrête la Grande Muraille. Donc, à Dunhuang, on sort de la Chine. Si Raotus avait reconnu une route plate, alors j'aurais pu faire sortir les Noirs. Les Noirs, shout. On va voir ce que ça peut vouloir dire. Beaucoup de Sogdiens étaient prêts à partir, mais ils n'ont pas pu le faire car Raotus était allé par la montagne. Donc, les Noirs, ça a l'air d'être des Sogdiens. Voilà. Je serais resté à Dunhuang, mais ils, les Noirs, étaient sans ressources. Je dépends de la charité de car je suis à ton service à Wuwei. Et alors après, les lacunes seraient mis au feu, il nourrirait le feu avec mon combustible et je suis dans la détresse. Visiblement, il est dans un milieu hostile. Il est revenu à Wuwei. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de lui vouloir du mal. Apparemment, à Dunhuang, il était supposé faire sortir les Noirs du pays vers l'ouest et de vivre à leurs dépens. Et comme les Noirs n'avaient aucune ressource, il a dû revenir dans sa base. Alors après, une petite reddition de compte. J'ai entendu dire ceci. Harstrang avait reçu de toi 20 statères d'argent, et il m'a déclaré « Je te les apporte ». Donc, le correspondant, le chef caravanier Aspendat, avait donc dû faire passer à Flihuatao une certaine somme d'argent pour qu'il la fasse fructifier. C'est sans doute de ça qu'il est question. Il a placé de l'argent auprès de lui. Donc, Harstrang devait apporter cet argent. Il m'a remis l'argent. Et je l'ai pesé, 4 statères et demi. J'ai demandé, si Aspendat t'avait remis 20 statères, pourquoi tu ne m'en remets que 4 et demi? Il a répondu ceci. Aspendat m'a trouvé en route et c'est ce qu'il m'a donné en disant qu'il y avait 7 statères et demi d'argent. Donc, ça ne simplifie pas. Et pour 4 statères, j'ai obtenu 4 lots de une marchandise qu'on n'arrive pas à identifier. Les Noirs ont pris l'argent en me disant « Nous n'avons pas d'argent », car selon eux, il valait mieux que je sois dans la détresse plutôt qu'eux. Donc, on a là une situation de raquette. L'argent qui lui était remis pour son correspondant a été en partie détourné, puisqu'on lui avait annoncé 20 statères, puis après on lui en annonce 7,5, il les pèse, il n'y en a que 4,5, donc double fraude. Et avec 4 statères,
Visiblement, on l'a obligé à acheter quelque chose qu'il n'avait pas l'intention d'acheter. Résultat, c'est ça qui explique qu'il a un demi-stataire d'argent à disposition. Cette somme est trop ridicule pour mériter d'être mentionnée. Il s'agit très exactement de 8 grammes. Mais évidemment, il la mentionne, parce que c'est le résultat des escroqueries successives dont il a été victime. Les 20 stataires dont il devait répondre auprès de l'autre ont été ramenés à un demi. Alors, fin de la lettre. Ah oui, il n'y a pas la fin de la lettre a dû sauter de la... Voilà, non, elle y est. Je suis à ton service et je suis dans la détresse. Donc, pour 4 stataires... Ah non, alors, attendez. Voilà, c'est ça, c'est la fin de la lettre. Pour 4 stataires, j'ai obtenu 4 lots de Ascom. Les Noirs ont pris l'argent en me disant « nous n'avons pas d'argent », car selon eux, il valait mieux que je sois dans la détresse plutôt qu'eux. Et si tu apprenais quel tort m'a fait Ahul Mazdak, tu tiendrais compte de cela aussi. Envoyé par ton serviteur Frihwatai, cette lettre a été écrite à Wu Wei le 3e mois. Donc là, il ne lui est arrivé que des malheurs, et il fait un bilan désastreux au chef caravanier qui, visiblement, lui avait confié de l'argent à faire fructifier. Il met la culpabilité sur d'autres. Alors, il y a un certain nombre de choses obscures là-dedans, mais des choses quand même qu'on a fini par comprendre. Tout n'est pas résolu, mais beaucoup de problèmes que posait cette lettre ont été résolus. On a travaillé ensemble là-dessus il y a quelques années avec Sims Williams et Étienne de la Vessière. Alors, le santal blanc prêt à l'envoi, ça c'est une hypothèse, mais une hypothèse vraisemblable. Le mot qui est employé, il y a un mot sogdien pour santal, chindan, qui est le mot indien. Mais ici, le mot employé, c'est la chose blanche, aspech. On avait d'abord cru que c'était du maquillage de blanc de céruse, du plomb blanc. Mais finalement, comme il s'agit de faisceau, c'est quelque chose qui doit être en branche. Donc, assez typiquement, ça serait le santal. Je ne cacherai pas que quand on a commencé à lire dans la lettre, et puis en plus c'était en anglais, qu'il s'était fait racketter par les blacks, qu'il avait été obligé d'acheter de la blanche, on s'est un peu gratté la tête. Mais on n'est pas dans le Bronx, on est dans le Kansu en 313. Importance du santal, importance considérable du santal dans le commerce sogdien, parce que si on voit que dans l'art sogdien, on voit partout des brûle-parfums, dont le nom est Vosvaran, porte-parfum. Alors, souvent, dans la littérature archéologique, un objet comme ça est publié comme hôtel du feu. Ça n'est pas des hôtels du feu. Un hôtel du feu, ce n'est pas devant une image de divinité, c'est l'objet même du culte, et c'est plus massif que ça. Ça, ce sont vraiment des brûle-parfums. Alors, on traduit souvent encensoir. Alors, on traduit encensoir parce que dans des textes chrétiens sogdiens traduits de la littérature chrétienne, effectivement, ça veut dire encensoir. C'est ce qu'il y avait dans les églises. Mais il faut se rendre compte qu'en sogdiane, l'encens, ça devait quand même pas être très accessible. Ça venait quand même de très loin. Et vov, parfum, veut simplement dire la bonne odeur. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut faire brûler n'importe quoi qui sent bon. En l'occurrence, je pense que c'était très souvent du santal. Donc, la vie dévotionnelle des Sogdiens, aussi bien dans les temples que dans les maisons, baignait dans l'odeur du santal, et c'est un produit extrêmement important du commerce sogdien. Alors, par ailleurs, qu'est-ce qu'il a stocké à Wu Wei pour l'envoi ? 2500 de poivre. Alors, c'est une unité qui n'est pas précisée, mais ça ne peut être que des stataires ou ce qu'on appelle les petits stataires. Alors, dans un cas, ça serait... Oui, non, c'est des stataires comme mesure de poids. Alors, ça peut être des stataires, ça ferait 45 kilos. Ça peut être des drachmes, donc le quart de statère, ça ferait 11 kilos. Donc, vous voyez, c'est pas une grosse cargaison de poivre.
45 kg ou 11 kg, c'est la charge d'un âne ou d'un demi-âne. Bon, ce n'est pas des grosses affaires, tout ça. Bon, l'histoire du demi-statère d'argent, alors le plastat, c'est 1,5 kg. Alors on a pensé que Rissac, c'était le riz, mais ça ne s'écrit normalement pas comme ça, et on ne voit pas très bien pourquoi il rendrait compte de 8 kilos de riz prêt à l'envoi dans un endroit où le riz ne pousse pas. Donc c'est certainement autre chose. Le demi-statère d'argent, on voit que c'est le résultat des escroqueries successives qu'il a subies. Voilà, donc, qui sont ces Noirs qui ont l'air de vouloir émigrer? Voilà, on reconnaît pour eux une route à l'ouest de Dunhuang, puis ça ne marche pas, et ce sont des gens qui restent à Dunhuang dans la misère. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que ce sont des paysans sogdiens, des colons agricoles. Qu'est-ce qui permet de penser cela? C'est que, en Iran, d'une manière générale, la couleur bleu sombre est associée à la classe paysanne. La couleur rouge est associée aux guerriers, un peu comme partout, la couleur blanche aux prêtres et la couleur bleu sombre à la classe paysanne. Et ce symbolisme de couleur fonctionne aussi en Chine et au Tibet. Les paysans, on les appelle les têtes noires. Voilà. Alors, visiblement, c'est des gens qui ont l'air de vouloir immigrer vers l'ouest. Pour quelles raisons? Ils sont dans la misère. Alors, est-ce qu'ils veulent partir pour trouver des conditions plus favorables? Peut-être des conditions naturelles meilleures, peut-être des conditions fiscales meilleures. J'aurais tendance à penser qu'à Dunhuang, ils subissent une pression fiscale chinoise qui est forte. S'ils partent à l'ouest, dans le royaume de Croraina, on avait vu que là, les souverains locaux étaient beaucoup plus accommodants envers les immigrés. C'est peut-être ça. Donc, on a vu effectivement donc, l'escroquerie de Rarstrang. Voilà, ça devait être... On voit très bien que ces marchands sogdiens, ce n'est pas toujours très reluisant. Ça va l'être beaucoup plus dans la lettre qui suit. Là, c'est des petites affaires sordides. Malgré tout, le Sartpao Espandat n'a quand même pas l'air d'être seulement un chef caravanier, parce que on lui rend compte de cette opération, de cette tentative de faire émigrer des gens de la communauté sogdienne. Quelle raison aurait un caravanier de s'intéresser à des pauvres paysans qui ne peuvent plus être nourris sur leurs terres? On peut supposer que déjà, ce personnage a des responsabilités communautaires et que c'est à ce titre qu'il est censé s'occuper de cette opération d'émigration. Alors, nous allons en venir maintenant à la lettre numéro 2. Alors, donc, je m'excuse parce qu'elle est très longue. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Ça n'a pas l'air... Ah, voilà, oui. Ça, c'est la deuxième partie de la lettre. Non, c'est la première partie de la lettre. Et ensuite, il y a la deuxième partie de la lettre. Elle est très longue, mais c'est de loin la plus informative. Je cite ce qu'en dit Étienne de la Vessière dans son livre. L'un des seuls documents à prouver l'existence d'un réseau sogdien et non pas simplement d'un agrégat de petits marchands sogdiens, avec tout ce que la notion de réseau implique en termes de structure économique et sociale destinée à contrôler à distance les opérations commerciales. Et même, on peut même aller plus loin maintenant avec la nouvelle édition de Sims-Williams, parce qu'on comprend mieux certains termes de vocabulaire technique, et ce sont des termes de vocabulaire bancaire, qui indiquent qu'il y avait des transferts bancaires à distance par jeu d'écriture. Alors qu'on avait tendance avant à penser que c'était quand même du petit business familial, des relations personnelles, des ordres donnés oralement, etc. Mais non, il semblerait qu'il y a effectivement un système de traite de billets à ordre qui sont déjà un système bancaire à distance. On va voir ça donc dans le corps de la lettre. Pour situer les choses, donc c'est la seule qui est adressée à Samarcande. C'est d'ailleurs écrit sur l'enveloppe que j'avais montrée là au début. Doit envoyer et apporter cette lettre à Samarcande. Le noble Warzak doit la recevoir complète, envoyée par son serviteur Nanaï Vandé.
Et d'ailleurs, on verra à la fin, de toutes les lettres, c'est la seule qui porte une date en calendrier sogdien et pas en calendrier chinois, et avec l'année de règne du roi de Samarcande. Donc c'est vraiment une lettre envoyée à la base. Elle est envoyée en fait, au début elle a l'air de s'adresser à Warzak, mais en fait on s'aperçoit que l'auteur de la lettre passe du tu au vous pluriel, assez facilement dans le corps de la lettre. Donc visiblement c'est envoyé à la fois à Warzak et à son père Nanaïvar. Warzak est probablement le correspondant, disons, le plus direct, c'est le plus jeune, c'est celui qui gère les affaires. Mais il a quand même son père qui veille au grain, donc parfois la lettre s'adresse aux deux simultanément. Il a fallu un certain temps pour comprendre ça, mais on a fini par le comprendre. Il s'agit, cette lettre a un contenu multiple. C'est un bilan d'activité commerciale. Et ensuite, c'est un rapport politique sur la situation en Chine. Et pour finir, dans la partie de la lettre qui est sur l'autre image, c'est les dispositions testamentaires de l'auteur de la lettre. Alors, je vais lire la première partie. Donc, au noble sire Warzak, fils de Nanaïvar, de la famille Kanak, 1000 et 10 000 fois bénédictions et hommages à genoux tels qu'on en offre aux dieux. Envoyé par ton serviteur Nanaïvande. Sire, c'est un bon jour pour qui vous voit heureux et sans maladie. Et sire, ayant appris les nouvelles de votre bonne santé, je me considère moi-même immortel. Hein, c'est intéressant parce que on voit qu'il avait eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. Cette lettre est une réponse à une lettre qu'il a reçue de Samarcande. Sire, Armat Sanch à Chuchuan, est une des villes du Kansu, est en sécurité et en bonne santé. Et Arsach à Wuwei est en sécurité et bonne santé. On va revoir après sur la carte. Et sire, cela fait 3 ans qu'un Sogdien n'est pas venu de l'intérieur de la Chine. J'ai établi Rotamsach, il est en sécurité et en bonne santé. Il est allé à Kurnak, on ne sait pas ce que c'est, mais ça doit être en Chine. Mais maintenant, plus personne ne vient de là. De sorte que je ne peux plus vous écrire au sujet des Sogdiens qui sont allés à l'intérieur. Comment ils allaient et quelle région ils avaient atteint. Et sire, le dernier empereur, à ce qu'on dit, s'est enfui de Luoyang, capitale donc capitale de la dynastie de cette époque, qui est donc la dynastie des Wei, des Tsing, à cause de la famine. Et le feu a été mis à son palais et à la ville. Le palais a été brûlé et la ville détruite. Luoyang n'est plus, Anyang n'est plus. On verra après sur la carte, d'autres villes en Chine. Outre cela, les Han, alors après on parle de Xi'an, ils tiennent aussi loin qu'eux et aussi loin qu'Anyang. C'est Han qui hier était à l'empereur. Les Han sont en train de s'emparer de la Chine du Nord. Et sire, nous ne savons pas si le reste des Chinois a été capable de chasser les Han de Xi'an, et il a mis au-dessus de la ligne de la Chine, ou bien s'ils se sont emparés du pays par-delà. Donc on voit qu'il y a une contre-offensive des troupes loyalistes chinoises. Et ensuite, il y a 100 hommes libres de Samarcande, un endroit qu'on ne peut pas lire. Là, il y a 40 hommes. Depuis Dunhuang jusqu'à Langchu, donc c'est la totalité du corridor du Kansu, le tissu de lin se vend bien et quiconque a du tissu brut ou de l'étoffe de laine peut le vendre. Et sire, pour ce qui est de nous qui habitons entre Lanzhou et Dunhuang, nous survivons pour autant que nous sommes sans famille, vieux, proches de la mort. Et sire, si je devais vous écrire tout ce qui s'est passé en Chine, ce serait au-delà du désespoir. Vous n'avez plus aucun profit à tirer de là. Et sire, cela fait 8 ans que j'ai envoyé Sararak et Farnorat à l'intérieur, donc en Chine. Et cela fait 3 ans que je n'ai reçu de réponse de leur part. Alors ils allaient bien. Mais à présent, depuis que sont survenus les derniers malheurs, je ne reçois plus de réponse de leur part quant à leur sort. En outre, il y a 4 ans, j'ai envoyé un autre homme nommé Altiruvande. Quand la caravane est partie de Wuwei, Wahushak était là-bas. Quand ils ont atteint Luoyang,
tant les Indiens que les Sogdiens étaient tous morts de faim. Et j'ai envoyé Nassian à Dunhuang, donc dans l'autre sens. Et il est allé au dehors, et est entré, donc au dehors, il est sorti de la muraille de Chine. Mais ensuite, il est parti sans ma permission. Ce dont il a été bien puni, il a été assassiné à... Et voilà ce qui lui est arrivé à l'agent indiscipliné. C'est une peinture de Dunhuang du 8e siècle qui illustre un épisode des vies antérieures du Bouddha et qui montre ce qui est arrivé fréquemment sur ces routes, un groupe de pauvres marchands. Alors, vous voyez tout de suite, ce sont des Sogdiens. Ils ont le bonnet sogdien typique pour certains d'entre eux, leurs ânes, hein, ce n'est pas une grosse caravane, et abrité derrière un gros tronc d'arbre, un bandit avec une grande épée. Les bandits de grand chemin étaient des figures omniprésentes sur ces routes, surtout quand on voyageait en très petits groupes. En 630, Xuanzang, le grand pèlerin, quittant Dunhuang par le désert au nord, a failli se faire assassiner par son guide, qui était d'ailleurs un Sogdien, Shi Pantuo, nom typiquement Sogdien, Shi Kesh, Pantuo, Vendée, un nom Sogdien qu'on a rencontré beaucoup dans ces documents. Pendant la nuit, il a vu Shi Pantuo s'approcher de lui un couteau dégainé, et mentalement, Xuanzang a invoqué la protection du bodhisattva Guangyi, et l'autre a renoncé à son projet funeste. Ce qui n'a pas empêché le guide en question, le lendemain, de laisser Xuanzang en plein désert avec le cheval. Il l'a abandonné sur place. Xuanzang a failli mourir de soif et finalement, miraculeusement, a trouvé une source. Donc, ça faisait vraiment partie du quotidien. Alors, dans cette première partie de la lettre, doit être commentée sur d'autres plans. Donc, visiblement, la première partie, un bilan, mais c'est un bilan d'activité. Mais ça n'est pas un bilan comptable. Ça n'est pas un compte-rendu sur ce que sont devenues des sommes investies. C'est un bilan qui porte uniquement sur les conditions générales de l'activité commerciale et également sur les personnes employées pour y participer. Et visiblement, ces gens-là, Armatsach, Arsach, Rotamsach, sont connus des correspondants. Et on peut même aller probablement au-delà. Ils sont de la même famille. Les noms qui reprennent les mêmes suffixes, ça, ici, Sach, c'est-à-dire qui recherche, assez souvent sont des noms de fratrie. Donc, très vraisemblablement, ce sont 3 frères. Et donc, voilà, on les a. Nanai Vandé, donc l'auteur de la lettre, qui, alors, à mon avis, lui, il est à Langzhou. Et on ne dit pas d'où part la lettre, mais il est à Langzhou. Et il en a installé un à Wuwei, il en a installé un à Chuchan, voilà. Il y en a un 3e qu'il a fait partir quelque part, mais on n'arrive pas à identifier le nom. Visiblement, c'est une implantation familiale le long des principales étapes. Nanai Vandé, donc il est en Chine, il est sur place depuis au moins 8 ans, puisqu'il dit il y a 8 ans j'ai envoyé des gens à l'intérieur de la Chine, et il a visiblement une totale autonomie de gestion sur la branche chinoise du business familial. Mais le centre du business est évidemment à Samarcande. Et les gens à qui il écrit, le père et le fils, Nanai Vandé et son fils Farzak, ce sont évidemment des très proches parents. D'ailleurs, on verra à la fin qu'ils sont supposés hériter de son père, d'être le tuteur de son fils. Bon, à mon avis, c'est le Nanaithvar doit être son frère ou son cousin, et l'autre doit être son... Voilà, c'est des cousins, des oncles, c'est très proche.
on peut penser que, comme il dit dans cette lettre, je me suis beaucoup réjoui d'apprendre que vous allez bien, c'est une réponse. Et ce que pense Étienne de la Vessière, je pense qu'il a raison, c'est que c'est une réponse à une demande envoyée par Varzac, le correspondant de Samarcande, qui devait vouloir s'impliquer plus directement dans la branche chinoise du commerce. Peut-être il avait même un projet de venir rejoindre l'autre. Et l'autre lui fait un tableau catastrophique de la situation pour le décourager. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Alors voilà, bien sûr, donc, les événements en Chine. Alors, ces événements ont pu être identifiés. C'est ce qui s'est passé, en Chine du Nord entre 307 et sans doute 312. C'est la désintégration de la dynastie des Cao Wei qui avait, bon an, mal an, poursuivi l'unité de la Chine de la dynastie Han tout au long du IIIe siècle. Et au IVe siècle s'ouvre une période catastrophique où la Chine du Nord est livrée à des dynasties concurrentes, souvent d'origine nomade, parfois chinoise, tandis que la Chine du Sud est plus stable. On voit qu'il est question d'Anyang, qui n'est plus, qui est anéanti. Luoyang, qui est tombé, l'empereur s'est enfui et son palais a été brûlé, c'était la famine. Alors, la chute d'Anyang, c'est en 307, par une armée rebelle de mercenaires Han. Là, il est question d'une tentative de reprise de Xi'an par les armées loyalistes chinoises. Ça s'est passé en juin 312. C'est le dernier événement identifiable dans la lettre, donc ce qui permet de penser que la lettre est de l'été 313. Elle est datée dans un mois sogdien qui tombait en juin-juillet. Le temps que les nouvelles arrivent, ça doit être juste un an après. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. On voit aussi que, donc suite à ça, si je devais vous écrire tout ce qui s'est passé, voilà, vous n'avez plus aucun profit à tirer de là. La branche chinoise du commerce est complètement interrompue et le circuit commercial s'est rétracté sur le Gansu, de Dunhuang à Langzhou. Donc voilà, ici, Xi'an disputé par les armées rebelles et les armées chinoises, Luoyang tombé, Anyang dévasté, donc c'est les capitales de la Chine du Nord, et l'activité, par contre, entre Langzhou et Dunhuang, on arrive encore à faire du business. Et je pense que l'auteur de la lettre est à Langzhou. Bon, pas totalement sûr, mais c'est probable. Alors, l'activité se rétracte sur cette zone, mais vous constaterez qu'on est quand même tombé dans le bas de gamme. Hein. Le tissu de lin se vend bien et quiconque a du tissu brut ou de l'étoffe de laine peut le vendre. Ce n'est pas le commerce de la soie. Il se retrouve en fait à faire du petit textile. On n'est plus dans une logique de produits de luxe internationaux. Alors voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Et voilà la fin de la lettre, qui est en fait le testament de Nanaï Vendée. Sire Varzac, mon plus grand espoir est en votre seigneurie. Pessac, fils de Drouas Vendée, détient de moi 5000 statères et 4 petits statères qu'il a mis en dépôt non transférable. À partir de maintenant, tu dois les garder sous scellés, de sorte que Pessac, fils de Drouas Vendée, ne puisse, sans ma permission, etc. Alors, bon, visiblement, le Pessac, fils de Drouas Vendée, est un autre membre de la famille, mais on n'a pas confiance en lui. Voilà. Sire Nanaïvar, tu dois rappeler à Varzac qu'il doit retirer ce dépôt. Donc c'est le père qui doit rappeler au fils. Et vous devez le compter.
Et si Pessac doit continuer à le détenir, alors vous devez ajouter l'intérêt au capital et l'inscrire dans un document de transfert que toi, Nanaïvar, tu devras donner aussi à Varzac. C'est-à-dire le capital était immobilisé entre les mains de Pessac qu'on soupçonne d'indélicatesse, et l'ordre est donc de mettre le capital dans une quittance transférable de façon à ce que le reste de la famille puisse reprendre le contrôle. C'est sans doute la situation qu'on doit comprendre. Si vous pensez qu'il n'est pas approprié qu'il le détienne, alors vous devez le reprendre et le confier à une autre personne appropriée pour qu'ainsi cet argent fructifie. Donc, ce n'est pas les correspondants eux-mêmes qui sont supposés faire fructifier l'argent. Ce n'est pas des gens qui doivent être en prise complètement directe sur les affaires. Je pense que tout simplement, si Pessac se révèle être un mauvais gestionnaire ou quelqu'un d'indélicat, je crois qu'on le soupçonne d'indélicatesse puisqu'on demande que le dépôt soit recompté, je pense Pessac, à mon avis, doit être un marchand caravanier. Et ça doit être confié à un autre marchand caravanier pour faire à nouveau du profit. Considère ceci. Il y a un orphelin. Alors on va apprendre par la suite que c'est Tarsich Vendée, donc c'est le fils de Nanaï Vendée, certainement, qui dépend de ce revenu. S'il doit vivre et atteindre l'âge adulte et qu'il n'a d'autre espérance que dans cet argent, alors Nanaïvar, quand on apprendra que Takut s'en est allé chez les dieux, puisse de ma part les dieux et l'âme de mon père t'assister, et quand Tarsich Vendée sera grand, alors donne-lui une femme et ne l'envoie pas loin de toi. Situation qui ressort de là, c'est que vraisemblablement le gamin est confié à Takut, qui est le père de l'auteur de la lettre. C'est le patriarche. C'est le patriarche qui doit avoir la tutelle sur le petit. Mais quand ce Takut va mourir, la tutelle va être déléguée aux autres membres de la famille qui sont à Samarcande. Alors, quand Tarsich Vendée sera, donne-lui une femme, ne l'envoie pas loin de toi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Ne le mets pas dans la carrière commerciale. Le métier, le métier est actuellement fichu. On ne fait que survivre avec des petites affaires au Kansu. Ne l'envoie pas marchand caravanier sur les routes. D'ailleurs, il s'explique après, les bienfaits de ce monde sont partis d'ici. Jour après jour, nous nous attendons à être tués ou volés. Si vous avez besoin d'argent, qu'alors toi, Nanaïvar, tu prennes 1000 ou 2000 statères sur cet argent, donc le fameux dépôt qu'on doit récupérer. En outre, Wanrazme a envoyé de ma part à Dunhuang 32 vésicules de musc appartenant à Takut. Donc, un dépôt qui appartient au patriarche, Takut, et dont évidemment le fils espère hériter et faire bénéficier son fils, rester au pays, de façon à ce qu'il puisse te les envoyer. Quand elles te seront parvenues, tu devras en faire 5 parts. Donc Tarsich Vendée devra prendre 3, Pessac 1 et toi 1. Donc l'indélicat Pessac est certainement un membre de la famille puisqu'il va hériter aussi du patriarche. Cette lettre a été écrite en l'an 13 du seigneur Chirswan dans le mois Tormich. Alors, quelques détails à commenter. Donc je pense que ce qui ressort de là, c'est qu'effectivement le petit Tarsich Vendée est le fils de Nanaï Vendée. D'ailleurs, on voit bien les noms récurrents d'une génération à l'autre, Vendée. Et en plus, Tarsich, c'est vraisemblablement un dieu associé à la grande déesse Nana. Nana, en fait, correspond à beaucoup d'éléments hérités à la fois de la déesse iranienne Anaïta, mais aussi de la mésopotamienne Ishtar. Et Ishtar, elle a un jeune amant qui meurt, qui renaît, etc. C'est en Babylonie Tammuz, c'est en Phénicie Adonis. Et Tarsich Vendée est le nom sogdien de cet Adonis. Et donc, c'est très normal. Le père porte le nom de la divinité et le fils porte le nom de la divinité associée. Je pense que la tutelle, en fait, quand le vieux Takut
va partir chez les dieux. On s'attend à ce qu'il meure d'un moment à l'autre. Et c'est lui qui devait avoir la tutelle du gamin. Et après, Nanaïvandé demande que ce soit donc ses cousins, vraisemblablement, qui prennent l'enfant en charge. Alors, la somme en question, qui va être le capital, qui est visiblement le capital en argent détenu en commun par la famille. Cette somme, elle est sans doute énorme. Elle est sans doute énorme. 5000 statères et 4 petits statères. Alors, le passage, malheureusement, est un peu abîmé. Les chiffres sont en partie restitués, mais c'est sans doute ça qu'il faut lire. Alors, il y a 2 cas de figure. Les statères peuvent être comptés comme mesure de poids, ou ça peut être compté comme unité monétaire. Si c'est au poids, un statère sogdien fait 16 grammes. Ça fait 90 kilos d'argent. Non. C'est-à-dire l'équivalent de 15 kilos d'or. Si c'est le statère unité monétaire, c'est les pièces d'argent de Boukhara, c'est quand même 12 grammes. On arrive quand même à 60 kilos d'argent. C'est quand même un capital confortable. Bien. Les petits statères, ça doit être des petites monnaies divisionnaires qu'on frappait à Samarcande. Dépôt non transférable. Oui, alors évidemment, tous ces termes techniques, vous comprenez, le problème, c'est que souvent, ils ne sont attestés que là. Alors, pour arriver à comprendre ce que ça veut dire, on a 2 ressources. On a l'étymologie, mais l'étymologie, ça peut parfois être trompeur, puisqu'on avait vu que le mot sogdien pour prêt ou dette, par, venait des mots investiques pour faute, culpabilité, donc il y a quand même un glissement sémantique. Et puis, bon, on a aussi les données du contexte, pour arriver à comprendre de quoi il s'agit. Donc j'ai un statère, pièce d'argent, 12 grammes, petit statère. Dépôt non transférable. Oui, alors dépôt, askank, ça a l'air de venir étymologiquement signe, marque, ligne. Donc j'aurais tendance à traduire littéralement écriture comptable ou ligne dans un registre. Étienne de la Vessière pense qu'on peut traduire par traite. Voilà. Une traite non transférable. Ça correspondrait assez bien au contexte. Alors, on a le mot pour intérêt, ou artu. Là, c'est assez clair parce que c'est une racine qui veut dire se développer. Et puis, on a le mot pour capital, qu'on avait vu dans les précédentes lettres la semaine dernière. Voilà, on a quand même là un assez joli vocabulaire sogdien technique, et on voit qu'il y a un certain nombre d'opérations qui se font hors de la présence physique du donneur d'ordre, par simple instruction dans des lettres, et que ça fait référence, tout ça, à des documents qui devaient avoir valeur légale. Et alors que ce business se traite à l'intérieur même de la famille, on fait quand même référence à des opérations juridiquement reconnues. Ça n'est pas... On est sorti de la simple culture orale de la compagnie marchande familiale. Quoi d'autre encore à commenter ? Oui, alors, le musc. Le musc, c'est pratiquement, ça se vendait pratiquement au poids de l'or. Donc, on peut avoir un capital en pièces d'argent ou en barres d'argent, mais on peut aussi avoir un capital en vésicules de musc. C'est une valeur maximale dans un volume minimal. Alors, on a fait le calcul. 32 vésicules de musc, sachant le poids de la vésicule de musc, il n'a pas changé puisque c'est biologique. Ça fait quand même 800 grammes d'argent. Enfin, oui, chaque vésicule équivaut à 800 grammes d'argent. Cette somme-là, au total, ça ferait quand même 30 kilos d'argent. 1,5 kg d'or. C'est-à-dire qu'on arriverait à un capital complémentaire qui serait la moitié ou le tiers du capital principal. Alors, ce musc, visiblement, il est envoyé à Samarcande depuis un endroit, disons, plus proche de là où se trouve l'auteur de la lettre. En principe, le musc se procurait au Tibet ou sur ses marges.
Alors c'est assez intéressant dans Marco Polo, parce que Marco Polo et son père et son oncle, pendant leur voyage, se sont intéressés au commerce du musc. C'est même, on sait même que l'une des rares marchandises qu'il a réussi à ramener à Venise, c'était des vésicules de musc. On sait par son testament. Non, il le dit lui-même dans le Livre des Merveilles qu'il a ramené du musc à Venise. Où est-ce qu'il s'était procuré ce musc? Eh bien, à 200 km au sud de là où ces lettres ont été écrites. C'est-à-dire que, bon, je pense qu'elle était écrite à Langzhou, celle-là. Le musc était disons, l'endroit, le marché principal du musc, c'était à Xining, voilà, au sud, à 200 km de là, à l'est par ici. Enfin, même s'il écrit à Langzhou, donc ce serait à l'ouest. Ce serait autour du lac Coconor. Donc on est vraiment dans la zone où on pouvait se procurer du musc. Alors, dernier détail à commenter, la formule de datation. Donc c'est la seule formule, c'est la seule lettre qui soit datée donc dans le calendrier sogdien. Le mois Turmitch correspondait à ce moment-là à juin-juillet. Le seigneur Chierswan, totalement inconnu par ailleurs. On ne l'a dans aucun texte, sur aucune monnaie. Mais c'est clair, d'après le contexte, que c'est le seigneur de Samarcande. Il a un nom iranien qui veut dire celui qui apporte la prospérité à sa famille. Un nom peut-être de type non pas véritablement sogdien, mais Cito, Sarmat. Alors j'en avais parlé dans mon cours l'année dernière. Un certain nombre de noms aristocratiques à cette époque en sogdiane n'ont pas l'air d'être vraiment sogdiens. Ça a plutôt l'air d'être des noms qui viennent du milieu steppique plus au nord, qui a dû fournir la classe dirigeante. Alors, seigneur, en fait, le mot sogdien utilisé, enfin, c'est un idéogramme, c'est un mot araméen, mais ce n'est pas l'idéogramme pour roi. Il s'intitule par roi, c'est seigneur, qui devait correspondre au mot sogdien afshin. Pourquoi il n'est pas roi? Mais c'est très cohérent avec ce qu'on sait par ailleurs. Tous ces chefs de principautés sogdiennes ne portent pas des titres royaux à cette époque, probablement parce qu'ils se reconnaissent encore théoriquement comme vassaux d'un pouvoir impérial qu'on a donc le pouvoir d'Ikankyu, qui était plus au nord dans les steppes. Et c'est seulement à partir du 7e siècle que les rois de Samarcande vont prendre le titre royal, qui vont s'appeler Irshid, qui est le mot sogdien qui correspond à l'iranien Shah. Donc ça correspond tout à fait à ce qu'on sait sur les structures politiques sogdiennes de cette époque. On va passer donc à l'étape suivante. Donc, nous disons au revoir à ces malheureux sogdiens du début du IVe siècle, parce que vraiment, ce dossier, je trouve qu'il fend un peu le cœur. Enfin, c'est vraiment... on est là loin du monde du monde brillant évoqué par les chroniques et par l'art. On est dans un domaine où règne beaucoup plus la précarité et le sordide qu'autre chose. Et ça devait quand même ressembler plus à la réalité. Il est clair que la situation qui ressort des anciennes lettres est une situation de crise de ces réseaux commerciaux. La cause immédiatement identifiée, c'est donc la déstabilisation de la Chine du Nord, qui va durer pendant un siècle et demi, et vraisemblablement aussi, il y a des difficultés il y a des difficultés aussi à l'ouest. Il y a des difficultés à l'ouest, puisque, je l'ai dit, c'est quand même le moment où l'Empire couchant a disparu, l'Empire parthe en Iran a également disparu. On arrive dans une situation qui est moins une situation de coopération entre l'Asie centrale et l'Iran qu'une situation de belligérance.
Donc, pendant les 4e et les 5e siècles, la situation n'est certainement pas aussi favorable que pendant les siècles précédents. Alors, au Kansu, disons, au IVe siècle, ça va plutôt finalement moins mal qu'ailleurs, parce que la dynastie locale qui a pris le pouvoir, les Liang antérieurs, qui est d'ailleurs une dynastie d'origine chinoise et non pas barbare, gère plutôt les choses correctement. Et on nous parle même dans les textes d'une ambassade romaine. Voilà. Elle n'est pas connue dans les textes romains, mais bon, les textes chinois ont quand même l'air de dire qu'il y a eu une ambassade romaine. Alors, ça peut être aussi une caravane qui s'est couverte du titre d'ambassade. Mais enfin, bon, on a par exemple un cas à une époque précédente où une ambassade romaine arrive par la mer en Chine. Et la chronique chinoise dit qu'elle était envoyée par le souverain Antun. Antun, c'est Antonin. Enfin, en fait, ce n'est pas Antonin le Pieux, c'est Marc Aurèle à ce moment-là. Donc, il y avait, ces ambassades au moins étaient capables de prononcer le nom de l'empereur romain de l'époque et de prétendre qu'elles en émanaient. Alors, les communautés sogdiennes à ce moment-là sont peu documentées par les sources, on n'a plus de sources directes, mais on sait, par l'utilisation rétrospective des sources plus tardives, que ces communautés survivent en partie en se dispersant dans la Chine du Nord, où on va les retrouver ensuite. À partir de 430, la Chine du Nord est réunifiée par l'une de ces dynasties d'origine nomade, qui est la dynastie des Wei, qui a laissé une empreinte très particulière dans l'histoire de la Chine, parce que c'est la première dynastie chinoise à avoir été très massivement pro-bouddhiste. Hein. C'est le moment où sont sculptées à Luoyang les premières grandes grottes avec les bouddhas géants, etc. Voilà. Alors, en 430, il y a quand même des... comment ça se fait que... Voilà. Alors, cette réunification assez brutale entraîne quand même des dégâts collatéraux pour les commerçants. Voilà le moment où on voit réapparaître les Sogdiens à Wuwei, qu'on a vu dans les textes précédents. Donc toujours, on voit que il y a une continuité dans la présence sogdienne au milieu du Gansu. Le pays de Sogd, Sulte, est situé à l'ouest des Pamirs. Les marchands de ce pays avaient l'habitude de venir en grand nombre sur la terre de Liang pour commercer. Terre de Liang, donc la province du Gansu, au IVe siècle, avec une relative stabilité. Quand Wuwei fut conquise, donc par les Wei en 439, tous furent capturés. Au début du règne de Gaozong, en 452, le roi de Sogdiane envoya une ambassade pour demander à les racheter, ce qui fut accordé par ordre de l'empereur. Alors, assez intéressant parce que là, on voit pour la première fois une intervention politique des souverains de Samarcande au profit de leurs compatriotes expatriés, ce qu'on n'avait jamais vraiment vu avant. On savait que les marchands se greffaient un peu en parasites sur les ambassades, etc. Mais là, il y a une intervention politique directe. Alors, c'est peut-être pas par hasard que ça correspond au moment où, pour la première fois depuis l'époque des Grecs, la Sogdiane fait partie d'une construction véritablement impériale puissante. Ça n'est plus une petite principauté qui est issue de la nébuleuse soumise au pouvoir nomade des Kangyu. Samarcande fait pendant quelques décennies partie d'un empire dont j'ai parlé l'année dernière, l'empire des Huns Kidarites, qui s'est d'abord créé plus au sud, en Bactriane, et qui assez rapidement a réunifié politiquement des territoires qui ne l'avaient jamais été depuis des siècles, c'est-à-dire un territoire qui allait de l'Inde du Nord-Ouest jusqu'à Samarcande. Et donc, curieusement, c'est le moment où les autorités chinoises vont avoir affaire à un véritable partenaire politique à l'Ouest,
qui va être capable de négocier le sort de ces marchands. Voilà, donc je poursuivrai là-dessus la semaine prochaine. Je dis simplement qu'à partir de ce moment-là, on a à nouveau des échanges réguliers d'ambassades entre l'Asie centrale et la Chine du Nord. Donc la fiction politique de la confédération Kangqiu s'efface derrière les diverses principautés qu'on voit là apparaître sur le devant de la scène. En premier lieu, la Sogdiane, et dans la Sogdiane, en premier lieu, Samarcande. On est sans doute en train de passer déjà au système qui va dominer les époques suivantes, c'est-à-dire des ambassades souvent fictives, certaines sont des vraies ambassades, mais souvent elles sont fictives, et qui sont en réalité des missions commerciales. Et quand on nous dit dans les chroniques « le souverain de telle principauté est venu apporter sa soumission et a apporté un tribut à l'empereur », il faut comprendre une caravane est venue de ce pays et a payé sa taxe au palais. Après quoi, elle est allée tranquillement écouler ses produits sur les marchés. Voilà. Je dis aussi que dans ces récits d'arrivée d'ambassade, on a parfois quand même des notices assez surréalistes. Des principautés minuscules d'Asie centrale qui viennent et qui offrent à la cour en tribut, alors des autruches. Alors, il y avait des autruches en Asie centrale, des femmes, des lions. Alors là, très étrange, il n'y a pas de lions en Asie centrale, il y a des tigres. Et alors, on pourrait se dire, ah, mais bon, la terminologie était un peu imprécise. Quand les Chinois ont écrit lion, ça pouvait être une panthère des neiges ou ce qu'on veut. Oui, sauf que le mot qui est employé, c'est shizi, qui est le mot spécifique chinois pour les lions. Et les Chinois savaient ce qu'était qu'un lion, puisqu'ils en avaient en Chine du Sud. Et donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est des lions de ménagerie. C'est des lions qui ont dû être importés en Asie centrale, soit d'Inde, où il y en a toujours, soit d'Iran, où il y en a eu jusqu'au début du XXe siècle, et qu'on introduisait, que ces ambassades amenaient avec elles, enfin ces pseudo-ambassades, tout simplement pour la ménagerie impériale et les chasses impériales dans le parc de la capitale. Voilà. Donc, on voit très bien d'étranges ambassades qui apportent d'étranges tribus. Voilà. Et ça va continuer pendant les siècles suivants. Je vous remercie et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine.